c'est mieux. Peut-être une question pour démarrer cet échange. Mathieu Gallet en début de matinée, Delphine Ernotte plus tard, sont revenus sur l'importance du secteur, enfin la place du secteur audiovisuel aujourd'hui dans un débat politique qui est un peu fluctuant, on va dire, sur le sujet. Vous, comme présidente de France Médias Monde... Secteur audiovisuel ou... Service public de l'audiovisuel, Vous êtes témoin qu'il n'avait pas dit ça. Hein. Bon. Service public audiovisuel, pas Service le secteur public dans son ensemble, je te remercie. C'était une... oui, en effet, c'est une spécialité extrêmement française que d'avoir en permanence un petit peu envie de réformer les structures, peut-être à défaut de réformer les financements. Et je pense qu'on doit être le seul pays au monde à avoir privatisé, par exemple, la première chaîne de service public. J'imagine Berlusconi en Italie achetant Rai Uno. En revanche, on a nationalisé la 5e, ou la 5 à l'époque, hein, c'était la 5. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à bosser dans le secteur, j'ai défilialisé RFI de Radio France. Et puis après, on a rapproché RFI et France 24. Maintenant, il faudrait... Ah oui, il y avait l'ORTF qu'on a éclaté pour créer de la concurrence au sein du service public. Puis, je me demande si ce dont on n'a pas besoin le plus, c'est de stabilité pour anticiper tous ces changements-là qui sont énormes, que... les financements de la création, dont on voit aussi juste avant à quel point ils sont déterminants. Et donc, je sais pas, en fait, hein, s'il faut encore changer les choses. Ce que je sais, c'est que ça mobilise beaucoup d'énergie de changer les structures, et qu'il me semble qu'on a peut-être à se préoccuper davantage aujourd'hui, dans la situation actuelle de la France, des missions du service public. Je trouve qu'il y a Enfin, moi, je connais pas de grande démocratie sans service public fort. Je pense que l'intérêt général, c'est joli. Ça permet pas seulement de s'arrêter à l'audience, mais de se dire qu'on doit servir même des gens qui sont minoritaires. C'est un peu la grandeur de la démocratie, le statut de la minorité, et pas la tyrannie de l'audience et de la majorité, donc seulement. Ça finance la création, ça permet de garantir l'indépendance, puisqu'on a une ressource affectée. Je trouve que ça a beaucoup de choses importantes par les temps qui courent, et aller parler aussi à des endroits où c'est peut-être pas forcément rentable de mettre ses caméras, dans des endroits où, je sais pas, il y a des gens qui se sentent un peu abandonnés, le lien social, donc la cohésion sociale. Donc je trouve que c'est vraiment important, le service public, et que la principale urgence pour moi, c'est de réformer son financement plutôt que ses structures. Alors, vous dites effectivement, il faut repenser plutôt les missions, et dans ces missions, vous avez... Non, j'ai dit les financements, là. Les financements, on y viendra sur les financements. Sur les missions, je voulais rebondir sur l'actualité. Il y a des missions, donc c'est informer, c'est recréer un lien, c'est bien voir. L'élection de Donald Trump aux États-Unis a été un choc pour les médias américains qui avaient ouvertement soutenu Hillary Clinton et qui se sont trompés. Comment est-ce que vous analysez ça, et comment est-ce que vous, qui êtes à la tête de médias de service public, vous pouvez repenser la manière dont vous informez et repenser la manière dont vous faites des enquêtes? J'ai presque envie de vous retourner la question, cher Enguerrand, parce que je pense qu'il n'y a pas que les médias américains qui ont souhaité tellement fort qu'un candidat qui porte des valeurs un peu plus, disons, œcuméniques, un peu moins clivantes, soit élu. Je pense que les autres médias aussi peuvent faire leur mea culpa, et pas seulement l'audiovisuel. C'est pas une question de mea culpa, c'est quelle leçon vous en tirez, et comment est-ce que dans la mission de France 24, dans la mission de RFI, de Monte Carlo Doualia, oui, vous faites en sorte, vous allez voir vos journalistes et vous vous dites, voilà, alors, comment est-ce qu'on doit repenser. Bon, d'abord, dans le service public, le patron ne va pas voir ses journalistes pour leur dire la ligne, c'est ça, parce qu'il y a aussi des sociétés de journalistes un peu plus complexes, mais c'est surtout que nous, on a un socle de valeurs qui nous signent, par exemple France 24, liberté, égalité, actualité, et derrière... il y a un certain nombre de valeurs républicaines, comme la laïcité, qui est une valeur neuve, très peu connue hors de nos frontières, et qui nous a amené, par exemple, après Charlie Hebdo, à être probablement la seule chaîne, je dis pour ceux qui ne savent pas que France 24, c'est en anglais, en français et en arabe. On a été les seuls, souvent en anglais, mais alors pour le coup en arabe, à montrer, par exemple, le Charlie des survivants, et à défendre donc la liberté d'expression, par exemple.
Ça nous a valu sur les réseaux sociaux, ces merveilleux réseaux sociaux, des insultes et des menaces de mort pour nos journalistes, dont certains, et on n'est pas les seuls, hein, je sais qu'il y a d'autres médias qui sont visés, sont menacés. Donc oui, il me semble qu'on continue, nous, liberté d'expression, et puis si on se trompe, peut-être qu'on se trompera un peu moins parce qu'on est mondiaux, parce qu'on a 66 nationalités, parce qu'on a le sens de l'altérité, parce qu'on parle en permanence aux autres, à l'autre, avec un grand A, et que donc on écoute aussi forcément, parce que parler, être présent en Afrique, être même très très présent en Afrique et numéro 1 en Afrique, mais être numéro 1 dans le monde arabe, au Maghreb par exemple, ça implique de savoir écouter autant qu'on ne parle. L'an prochain, vous allez lancer aussi une version en espagnol. Oui. Ça veut dire un objectif renforcement en Amérique latine ou c'est... Oui, c'était tout à fait ça. On était le seul groupe international d'une certaine ampleur à ne pas avoir de version espagnole. Même les Iraniens avaient lancé la leur, les Chinois avaient lancé la leur. Et la France, en dépit d'un capital de sympathie extrêmement fort dont on jouit en Amérique latine, et ceux qui sont allés peuvent en témoigner. Et Paris continue à être considérée comme une capitale encore culturelle latino-américaine. Quasiment, d'ailleurs, la Maison de l'Amérique latine fêtait ses 70 ans, je crois, il n'y a pas très longtemps. Donc on a un capital énorme de sympathie. On était le seul grand groupe international à pas en avoir. On ne pénètre pas ce marché avec l'anglais et le français seulement. C'est un marché assez compliqué. C'est un marché très intermédiaire avec beaucoup de câbles opérateurs. Il ne suffit pas de monter sur un satellite comme dans le monde arabe, être sur Nilsat et être pris. Il faut faire du porte-à-porte en quelque sorte, ville par ville, pays par pays. Donc avec une version en espagnol, on peut toucher le grand public. On y est déjà en français et en anglais. Hein. Disons que le marché potentiel, c'est entre 30 et 40 millions de foyers. Pour l'instant, on a commencé depuis que je vais là-bas et que j'y retourne, on est dans 3,5 millions de foyers. Deutsche Welle, par exemple, qui est en 24 heures en espagnol et qui diffuse depuis une petite dizaine d'années en espagnol, elle a 10 millions de foyers. C'est pas, et le lancement, c'est quand? Alors, ce sera en septembre. C'est très original parce qu'on aura une rédaction délocalisée à Bogota pour jouer la carte de la proximité tout en jouant la carte de l'ouverture, parce que c'est à la fois Paris et Bogota. C'est original aussi parce qu'on a une rédaction qui a beaucoup de succès, celle d'RFI, qui a 411 radios partenaires, plus 12 fréquences FM en Amérique latine, une rédaction hispanophone. Il y en a une aussi en brésilien à RFI. Et donc, on aura des émissions communes pour les deux antennes et probablement un réseau de correspondants commun aussi en partie, puisqu'il y a déjà un très beau réseau de correspondants d'RFI. La rédaction, elle sera pan-latino, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas colombienne parce qu'on sera à Bogota. On recrutera sur toute l'Amérique latine des gens qui parleront le français aussi, mais oui, il y a plein de gens qui parlent le français dans le monde et qui l'apprennent. Et parce que sinon, ça n'a pas de sens. Je veux dire, si on recrute des gens qui parlent espagnol et qui ne connaissent pas la France, c'est pas la peine que ça s'appelle France 24. Voilà, donc ce sera, j'ai dit, peut-être déjà 6 heures par jour pour commencer. Oui. Pour commencer et pour durer, puisque le prochain com que je présente, d'ailleurs cet après-midi à l'Assemblée nationale, pendant les 5 ans qui viennent, ne permettra pas de faire plus, a priori, que ces 6 heures. Et on lance en septembre. Donc, le temps de mettre en place, on a déjà une filiale, des locaux. On commencera à recruter en janvier. Pour lancer ce projet ambitieux, vous aviez besoin d'une rallonge de 7,3 millions d'euros qui vous a été donnée. Sauf qu'entre-temps, et là on va reparler du financement. Hein, je vois. Entre-temps, ça devait être financé en partie par une augmentation de 2 euros de la redevance, une augmentation qui a été retoquée par les députés. À 50% seulement. À 50%, donc il n'y a plus qu'1 euro. Donc est-ce que vous allez obtenir 3,5 millions ou est-ce que vous dites, voilà, on a des projets, il faut absolument pérenniser la ressource financière? Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. D'abord, le financement du secteur public audiovisuel est assuré néanmoins, en dépit de la non-augmentation de 2, mais seulement 1 euro, puisqu'il y a un prélèvement sur la taxe Copé en faveur puisque France Télévisions peut être destinataire. Donc ça ne change rien cette année. C'est la dynamique de la ressource qui peut poser question
à moyen terme, puisque les COM, les contrats d'objectifs et de moyens, ça nous lie pour 5 ans à l'État, et donc le nôtre devrait nous lier déjà 2016-2020. Ça me fait redire que je pense que le service public français est le meilleur rapport qualité-prix de toutes les de pays qui nous ressemblent, hein, puisque je pense que le coût du service public en Allemagne, c'est 9 milliards d'euros. Le coût du service public au Royaume-Uni, c'est 6,7 milliards d'euros. En France, c'est 3,7 milliards. Je ne pense pas que notre part de marché soit ridicule. Je parle pour tous les copains, pour ceux qui ne sont pas là à Radio France et France Télé, et Arte également, et TV5 et tout le monde. Je pense qu'on est très très performant, qu'on a moins d'effectifs que BBC, et que parfois je suis un tout petit peu lassée de l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et donc on regarde le BBC quand ça nous arrange, mais on ne regarde pas que l'assiette et les taux. Alors le taux en France de redevance, il est au niveau entre, je crois que c'est la Moldavie, la Croatie, quelque chose comme ça. Et l'assiette, eh ben, c'est une assiette un petit peu du début de TDF, on va dire, hein, du temps où il y avait des pilotes d'onde courte à Louis Soudan. Donc c'était voilà, on ne peut pas être en retard sur tout, et sur l'assiette et sur les taux. Donc je pense qu'il y a une réforme qui s'impose. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à dire ça. Beaucoup d'élus le disent. Vous êtes la troisième ce matin, après Mathieu voilà. Gallet et Pour moi, et ça prouve Delphine à quel point il y a une communion dans le service public. Cohérent. Les finances, c'est une chose. Enfin, en tout cas, l'appel à la réforme de la redevance, je crois qu'il est bien passé. Les projets, c'en est une autre. À la fois, Mathieu Gallet et Delphine Ernotte ont développé l'idée de, pas forcément de renforcement de rapprochement structurel, mais en l'occurrence, de nouveaux projets communs après celui de France Info. Est-ce qu'il y a des idées sur lesquelles il y a des choses sur lesquelles on engagé travaille déjà, par exemple en matière de sécurité. C'est un sujet. Bon, nous, on a une spécificité, c'est quand même qu'on est donc mondiaux et qu'on fait que beaucoup d'infos. On n'a pas les mêmes problématiques de financement de la création audiovisuelle, bien que ça fasse partie de l'attractivité de la France et donc de notre capacité à nous-mêmes à exister à l'international. Mais donc, la sécurité, c'est devenu en quelques années, en 4 ans, moi, depuis que je suis là, un sujet massif, majeur, sur le terrain, puisque je pense qu'on paye parfois... Des journalistes du groupe payent de leur vie. Le fait d'aller sur le terrain, vérifier l'info à la source, c'est une certaine idée de l'info qu'on se fait dans ce pays, et c'est parfois dur. Donc les zones de crise se multiplient, le numérique crée une nouvelle fenêtre de risque. Hein. Mm-hmm. Donc on s'est armé là-dessus avec des formations, avec un arrimage, des procédures, des choses beaucoup plus lourdes. On a donc un stage, d'ailleurs, je le signale, qui est ouvert à tout le monde. Hein, à Moussoul, en ce moment, par exemple, il vaut mieux avoir fait un stage pour y aller. Il y a les cyberattaques qui ont failli tuer TV5. Hein, je veux dire, Yves Bigot le dit. C'est monstrueux ce qui s'est passé. Et nous, on a, par exemple, en moyenne, on a 1 million de tentatives d'intrusion par mois. 1 million d'attaques chaque mois. Donc la sécurité, c'est un sujet de collaboration. Et troisièmement, Charlie Hebdo, c'était aussi une rédaction, Paris. Enfin, voilà, le guide du lion solitaire, etc. Tous les médias sont des cibles. Donc ça veut dire qu'ici aussi. Donc dans ces domaines-là, je pense que oui, on peut faire des choses ensemble. Et on a commencé, par exemple, avec France Télé, on a un appel d'offres commun sur les cyberattaques pour avoir des modalités de surveillance continue communes, puisque c'est pas la peine d'avoir quelqu'un qui regarde qu'un seul média tout le temps. Donc on peut mutualiser. On peut mutualiser avec l'INA, par exemple, les plans de rétablissement d'activité en cas de crue de la Seine, ce sur quoi on travaille. Mais sur des projets éditoriaux, il y a des développements. Sur des projets éditoriaux, je pense qu'on en a un beau quand même. Enfin, pour ce qui nous concerne, c'est France Info. C'est encore, ça vient de sortir. On peut encore en parler. C'est pas déjà enterré, donc ça nous occupe bien. Ça a eu vraiment. Enfin, c'est assez réjouissant d'avoir pu, avec les perfectionnements qu'on peut encore avoir, mais je trouve que c'était une première. Et justement, c'était une mission et pas on n'a pas commencé par les structures. Et je pense que dans l'éducatif, si on parle d'éditorial, dans l'éducatif, il y a des choses à faire. Nous, on a toujours l'aspect langue étrangère, on en a 15, et on a lancé le site des savoirs de RFI qui va chercher un public dans 18 langues. Mais pour la partie française et francophone, on a des choses à faire, évidemment, avec Arte aussi, avec France Télévisions. Enfin,
avec Lina, qui a des trésors qui nous montrent d'ailleurs sur France Info. Donc, je pense que sur la partie éducative, on pourrait faire des jolies choses ensemble aussi. Donc on a bien compris, le discours des trois des représentants du service public, c'est on ne touche pas aux structures, ça serait très compliqué. Faisons des projets, faisons des modes projets. Est-ce que ça, vous avez un discours cohérent tous les trois? Est-ce que la classe politique l'entend? Est-ce que vos interlocuteurs politiques, à la fois au ministère et au Parlement, l'entendent? Je pense qu'au ministère d'expérience, ils l'entendent. Et certains de nos interlocuteurs politiques l'entendent aussi. Moi, je sors de la construction d'un groupe. Je veux dire, moi, quand j'ai été nommée en octobre 2012, si je ne me trompe pas, il y avait un groupe sur le papier. Quelqu'un avait eu l'idée de faire une réforme de structure, c'est vrai, mais elle n'était pas faite. Aujourd'hui, c'est vrai que ce groupe existe aujourd'hui, que c'est vrai qu'il est particulièrement performant, qu'on a un budget inférieur à celui qu'on avait en 2011 et qu'on a développé de nouvelles langues, refondu tous nos sites et qu'on a augmenté, mais de manière, un peu exponentielle, et nos audiences linéaires et pas linéaires. On compte en contacts à l'international comme BBC ou Deutsche Welle. Alors ça fait 135 millions de contacts. Et sur les réseaux sociaux, on franchit aujourd'hui d'ailleurs la barre des 50 millions d'abonnés Facebook et Twitter, ce qui fait de nous le premier... France 24 est le premier média français sur Facebook, devant la presse écrite et les télés et les radios. Donc je veux dire, on a fait du chemin et on l'a fait de manière... je veux dire avec des économies, mais les économies, on les a faites pourquoi? Pas parce qu'on a fusionné, mais parce qu'il y a eu des plans de départ, parce qu'on a voulu faire des économies, parce qu'on avait des projets qu'on a redéployés sur des frais de structure. Moi, je voulais mettre le paquet sur les contenus, parce que à quoi bon avoir un réseau mondial si on n'a rien à dire et si on ne porte pas cette musique singulière et unique, je vous assure. La France raconte des choses qu'aucun autre média ne dit sur le plan international. Et là, ces 4 ans, c'est du Brexit, de la montée des populismes, de la montée du terrorisme. Je veux dire, ce qui est en train de se passer, c'est une mutation pas seulement numérique du monde, c'est une mutation tout court. On ne sait pas très bien où on va, là. On entendra peut-être ce soir le président de la République nous dire des choses. On craint sur l'accord de Paris. On était si fiers de la COP21. Donc, ce qui se passe dans le monde est pas très réjouissant. Moi, je suis heureuse d'avoir un groupe. Et je ne le dis pas parce que je dirige. Je dis, en tant que Française, je suis heureuse d'avoir France Média Monde pour faire entendre ces valeurs qui ont construit notre pays, qui ne sont pas du tout figées, parce qu'il n'existe pas d'identité culturelle, comme dirait François Julien, mais on a cette capacité à digérer, à avancer, et cette liberté. C'est pas pour rien que John Kerry a dit, en français, c'est le pays qui a inventé la liberté, c'est la France. Il faut continuer à l'inventer tout le temps. Notre art de vivre est précieux, et je vous assure qu'on n'est pas très nombreux sur la scène internationale à faire entendre ce type de son en ce moment, et que peut-être que demain, on sera encore moins nombreux. Et là, c'est une vraie mission de service public, et nous, on n'a pas de doute le matin quand on se réveille sur ce qu'on a à faire et pourquoi. Merci beaucoup. Merci pour ce plaidoyer vibrant. Et donc sur un terrain moins haut, en ambition. En ambition, voilà, que ce qu'évoquait Marie-Christine, je vous propose d'éprouver un peu de la douceur de vivre française en allant partager un verre, et ça sera juste au-dessus. Un verre, plus que ça.